8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Qui c'est qui est très gentil? Qui c'est qui est très méchant? Et oui, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Il n'a rien inventé, Gérald Darmanin. Il l'a piqué à Michel Fugain, 1973. Voilà, vous les avez vus, on en parle beaucoup depuis hier. 2 ministres sur le front médiatique pour un projet de loi explosif. Gérald Darmanin à l'intérieur, Olivier Dussopt au travail, l'un est de droite, l'autre de gauche. Bon flic, mauvais flic, d'une énième loi asile-immigration. Dans un entretien au Monde, donc, ils dévoilent ensemble un texte à la double ambition. D'un côté, on prétend durcir le ton sur les clandestins, de l'autre, ouvrir les bras aux étrangers pour les secteurs en manque chronique de main-d'œuvre. Alors, juste pour que vous édifiez, la DARES, donc c'est l'Institut de statistique du ministère du Travail, nous dit que 7 métiers sur 10 sont en tension forte ou très forte, donc pratiquement tous les métiers en France. Alors, est-ce qu'on peut concilier l'inconciliable? Parce que c'est un petit peu l'image qui ressort de ce projet de loi. On peut dire comme ça. Bonjour David Revaud-Dallon. Bonjour Dimitri. Chef du service politique du journal du dimanche. Merci d'être avec nous. Charlotte Dornelas est là aussi, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors politiquement, l'intention semble assez limpide. Charlotte, je tente de me faire un peu l'exégète de nos 2 ministres. Il faut ménager tout le monde, ne froisser personne sur un sujet politiquement clivant. Mais alors la question, c'est en pratique, comment vous faites pour être intraitable avec les clandestins qui veulent rester sur le territoire si vous annoncez de l'autre côté des régularisations pour ceux qui travaillent dans les métiers en tension? Parce que c'est ça l'idée, c'est régulariser des clandestins déjà en emploi, hein. Ben oui, c'est ça. Donc on a des personnes qui travaillent aujourd'hui de manière illégale, qui sont en France en situation irrégulière et qui probablement se serviront de leur fameuse OQTF pour être régularisés en plus de leur travail ces dernières années. Le problème en réalité, c'est que c'est ménager tout le monde aujourd'hui dans la classe politique, parmi les associations militantes. On a la CIMAD qui a déjà réagi cet été sur la question des centres de rétention administrative. C'est cette association très pro-migrants, qui aide les clandestins à ne pas partir. Il y a surtout l'idée de bâtir une coalition pour que le projet de loi puisse passer sans 49.3. Et donc il y a une coalition dans le monde politique. Mais si vous reprenez le discours, la communication du gouvernement avant ces derniers jours, c'est-à-dire avant que ça devienne un sujet de politique à l'Assemblée, vous aviez une communication assez ferme. Donc à l'égard des Français, on parle de l'implication des étrangers dans la délinquance, on parle de la question des OQTF où il faut absolument faire mieux, on en parle d'une manière, on ne va que sur le terrain de la fermeté quand il s'agit de préparer les esprits. Ensuite... C'est pas une conséquence de l'affaire Lola plutôt, Charlotte Dornelas? Gérald Darmanin n'a pas attendu l'affaire Lola pour tenir un discours de fermeté, voire même de lucidité sur la question de l'immigration. Souvenez-vous cet été, alors ça dépend, il y a eu le Stade de France d'abord, mais ensuite pendant l'été, il a été beaucoup plus lucide en sortant des chiffres, et c'est vrai, en brisant un peu un tabou sur la question de l'implication d'une partie des étrangers dans la délinquance. Et là, arrivé là, good cop, bad cop, il y a quand même des gens, c'est inégal dans les promesses qui sont faites. Alors David Revaud-Dallon, expulser plus efficacement, mais aussi ouvrir les yeux, accéder à une revendication patronale. Bon, est-ce que vous voyez une tentative de diluer un peu les questions identitaires et de sécurité par l'économie? Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est que le good cop apparaisse à côté du bad cop, si j'ose dire, que le gentil flic apparaisse à côté du méchant flic, en l'occurrence le premier flic de France, puisque c'est lui qui portait ce projet, et que le fait qu'on dégaine Olivier Dussopt, ministre, vous l'avez dit, issu du Parti Socialiste, est bien sûr une dimension de tactique politique. Ah oui, c'est une mise sous tutelle de Gérald Darmanin, vous pensez? Non, je crois pas. Mais en tout cas, très clairement, on est toujours dans le en même temps, même si je constate que le vocable humanité et fermeté ne date pas de Macron, puisque c'était le même sous François Hollande, c'était même le même, je crois, à l'époque de l'expulsion de l'église Saint-Bernard, souvenez-vous, et c'était à l'époque Charles Pasqua qui était ministre de l'Intérieur. Donc, on est dans les années 90. Donc c'est une vieille histoire, mais rappelons quand même qu'il y a eu 29 textes sur l'immigration et l'asile depuis 40 ans, depuis le début des années 80. Donc ça veut bien dire qu'il y a un souci, pour cette majorité, je rappelle qu'il y a eu un texte immigration-asile qui était porté à l'époque par Gérard Collomb et qui avait fait causé beaucoup de remous au sein de la majorité. Il y avait même eu des départs de certains députés qui avaient quitté la majorité. Donc évidemment, il y a cette dimension-là, pardon pour cette incursion dans la tactique politicienne, mais c'est important parce que ce texte, il va devoir passer au Parlement, et à l'évidence, il va y avoir un souci. Vous avez vu que le Rassemblement National et LR s'y opposent à grand bruit, et évidemment, du côté gauche, ça ne passera pas non plus, puisque la partie OQTF,
l'UEF, la partie répressive, évidemment, va coincer. À vouloir faire plaisir à tout le monde, en fait, on va se mettre tout le monde à dos. Alors, je pense qu'il est important pour qu'on saisisse bien les enjeux de séparer les deux volets, fermeté d'un côté et le volet travail. Je vous propose de commencer par le volet travail, puisque c'est celui qui est, on va dire, le plus mis en avant par nos deux ministres. Alors, Charlotte Dornelas, on s'arrête un instant sur ce qui est proposé. Il y a cette idée de supprimer le délai de carence qui empêche aujourd'hui les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs 6 premiers mois en France. Bon, semble-t-il, ça ne les empêche pas tous de travailler, puisqu'ils arrivent à trouver un emploi clandestinement. Il y a cette idée aussi de créer un titre de séjour, métier en tension avec d'éventuels quotas. Et enfin, troisième mesure, là ça va demander des éclaircissements je pense, il y a cette idée que le titre de séjour pourrait être suspendu quand le titulaire du même titre donc change de travail. Voilà. Alors voilà un petit peu les contours de ce qui est prévu. Qu'est-ce que vous retenez vous de ces annonces ? Ce que je retiens d'abord, et vous l'avez dit initialement avant même la question des annonces, c'est qu'on on nous promet une loi pour traiter la question de l'immigration, on nous sort le ministre du Travail. Donc en fait, c'est une loi qui traite moins la question de l'immigration que celle des métiers en tension et celle du travail. Si vraiment on avait voulu une loi pour régler, avec une grosse fermeté sur le traitement de l'immigration régulière ou irrégulière d'ailleurs, on aurait sorti aussi le ministre de la Justice, par exemple. Ça aurait été un autre message, très clairement. Donc là, on ne voit, et pour répondre à votre première question, on ne voit la question de l'immigration, c'est pas nouveau chez Emmanuel Macron, qu'à travers le travail. C'est-à-dire l'émancipation se fera par le travail. L'émancipation se fera par le travail, c'est une très jolie phrase pour expliquer qu'en réalité, on va poursuivre ce qui existe déjà en France, c'est-à-dire une immigration de travail qui est particulièrement peu qualifiée et qui va faire des métiers particulièrement ce qu'on appelle les métiers 3D aux États-Unis, dirty, dangerous, demeaning, c'est-à-dire les métiers sales, dangereux et on va dire dégradants, mais plutôt qui n'ont pas beaucoup de sens. Non, voilà, mais c'est ça. Et qui, ce sont ces métiers qui ont du mal à attirer en fait. C'est ça, des métiers qui ont du mal à attirer, certes, mais qui par ailleurs sont moins bien payés évidemment, donc avec moins de cotisations et donc plus de prestations sociales. Donc on continue à nourrir la machine et à la fin, au lieu de parler d'émancipation par le travail, c'est quand même des gens aussi qu'on va accepter. Moi, on parle en permanence. Alors, le good cop qui fait le travail, pardon, mais si on regarde bien, c'est-à-dire qu'on va faire venir des gens ou régulariser des gens qui sont déjà là, qui travaillaient clandestinement, pour faire des métiers à faible revenu notamment et assez pénibles. Et en plus, on va leur dire attention, vous êtes régularisés, mais ça peut s'arrêter si le métier n'est plus en tension. Je sais pas, moi, j'y vois une réification de ces immigrés. On les traite comme des objets, quoi, pour faire oui, c'est ça. Ouais. Oui, pardon. Traduction je parle comme Gérald Darmanin. Voilà. Moi, en France, on les traite comme, c'est ça, les méchants. Ce qui est certain, c'est que sur le troisième point, ça sent un peu l'usine à gaz. On voit pas comment administrativement le ministère du Travail. Suspendre le titre de séjour si on change de boulot, on démissionne. Il faut quand même dire que ces métiers 3D que vous évoquez, personne ne veut les occuper. Enfin, les Français ne les occupent pas. Et d'ailleurs, bien au-delà de ces métiers 3D, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le BTP, qui sont pas forcément des métiers 3D à ce niveau-là, là non plus, il y a quand même des problèmes de difficulté. Vous le disiez, 7 secteurs sur 10 sont en tension. Donc ça veut dire que ça va bien au-delà. 7 métiers sur 10 sont en tension. C'est énorme. Donc, il y a quand même un problème. Vous le disiez, le recours à une main-d'œuvre clandestine, d'abord, effectivement, est assez dégradante pour les gens qui pratiquent ces métiers. 2, permet aux patrons, au patronat, effectivement, d'abord, qui sont dans l'illégalité, des patrons qui sont dans l'illégalité, mais aussi de faire pression à la baisse sur les revenus. On va régulariser les patrons aussi dans cette histoire-là. Alors, attendez, il y a quand même un problème aussi du point de vue du patronat. Alors, Gérald Darmanin dit qu'il va durcir les sanctions, etc. Il faut voir ce qui sera mis en œuvre, effectivement. Mais ça, c'est une réalité, tout de même. Il ne faut pas la nier. C'est-à-dire que des immigrés occupent des emplois très peu qualifiés que les Français ne veulent plus occuper. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Attendez, moi, je pose une question quand même. Ça pose une question de la qualité des emplois qui sont proposés. Sûr. Parce que rappelons quand même cette vérité, à savoir qu'en France, et beaucoup de gens le soulignent, c'est a-t-on vraiment besoin d'une immigration de travail dans un pays qui compte 6 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, et 3,5 millions en catégorie A, c'est-à-dire sans activité. C'est quand même, et tous les ans, vous avez 70 000 nouveaux actifs, comme ça, par le jeu de la démographie, qui arrivent sur le marché du travail français. Rien à voir avec les Allemands, qui en perdent, eux, 100 000, et pour qui la question de l'immigration est finalement beaucoup plus évidente. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces métiers 3D ? Ça veut dire qu'il faut multiplier les salaires par 2, ça veut dire qu'il faut diviser le temps de travail. Comment rendre ces métiers plus attractifs ? C'est ça la vraie question. Comment faire en sorte que ces chômeurs français que vous évoquez
immigrés viennent occuper ces emplois. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Et je rappelle quand même que la question on parle de plusieurs centaines de mémoire, 300 000, et c'était déjà un serpent de mer il y a 15 ans, 300 000, les fameux 300 000 emplois non pourvus, vous savez, qui se baladent, et à chaque fois, on dit, il faut pourvoir ces emplois. On n'y arrive pas, je suis désolé, c'est un principe de réalité. Oui, mais a-t-on seulement essayé? On a essayé, ça fait 15 ans que cette question, vous connaissez bien l'économie, Dimitri Pavlenko, on en parle depuis 15 ans, et on n'a jamais réussi à résoudre cette question. Je voudrais juste injecter un peu de science, si vous voulez, un peu de données, parce qu'on a beaucoup de commentaires, mais il y a des choses intéressantes qui ont été écrites sur l'immigration. Note du Conseil d'analyse économique, donc rattaché à Matignon, novembre 2021. Vous voyez ça, donc 1 an. Qui décrivait la nature de l'immigration, c'est ce que disait Charlotte à l'instant, à la fois peu qualifiée, peu diversifiée, c'est-à-dire essentiellement d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest aussi, et assez faible en volume, à savoir que comparativement au Canada où 20% de la population est immigrée, en France ça n'est que 12,8%. Mais après il y a la question de l'apport effectivement des immigrés à l'économie française. Et alors vous voyez que normalement, dans la moyenne OCDE, l'immigration c'est à peu près 6 points de PIB supplémentaires. C'est beaucoup moins en France. Pourquoi ? Eh bien du fait de ce manque, de cette faiblesse des qualifications des immigrés qui travaillent en France, qui contribuent 15% de moins que les nationaux en impôts et en cotisations, mais perçoivent plus de prestations sociales. Cette phrase, je la tire exactement du rapport du CAE. Il faut verser cette pièce au dossier quand même dans notre discussion. Et par ailleurs, on a un taux de chômage qui est 2,5 à 3 fois supérieur chez les personnes extra-européennes venues de l'immigration. Donc moi, je veux bien qu'on voit en permanence le volet régularisation de ceux qui travaillent déjà, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et là-dessus, c'est extrêmement faible, voire anecdotique dans la loi. Par ailleurs, quand on dit en permanence et qu'on répète cette phrase, en effet, depuis 30 ans, ce sont les métiers que les Français ne veulent plus faire, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, c'est une vision très urbaine, si je puis me permettre, parce que vous quittez dans certains endroits, ces métiers-là sont occupés par des Français dans beaucoup d'endroits en France. Par exemple, l'agriculture, par exemple, est concernée. Et c'est pas vraiment une... L'agriculture, il y a quand même beaucoup de Français qui veulent bien faire ce métier, vous êtes d'accord ? Simplement, on les aide pas beaucoup depuis des années. Il y a quand même beaucoup d'immigrés qui occupent ces emplois. La deuxième chose, c'est que sur la question du rapport au travail, en effet, sur cette question du nombre de demandeurs d'emploi par rapport au nombre de postes à pourvoir, il y a la question du rapport général au travail, c'est-à-dire comment contraindre dans une certaine mesure les gens à occuper des emplois qu'ils ne veulent pas occuper, en effet, et par ailleurs à les revaloriser notamment dans la manière d'en parler, premièrement, et en effet sur la question du salaire, voir comment il est possible de le faire. Il faut réfléchir à tout ça en même temps, mais là, pardon, ça fait vraiment, vous savez quoi, on va régulariser mon chauffeur de taxi et le mec qui me livre mon dîner le soir, c'est, je sais pas, moi je trouve ça honteux, franchement, vrai, le tout sur le dos des Français en plus. Quoi. Il y a une question aussi, on a plus 50 ans, on veut que tout le monde soit bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, il y a des métiers qui en sortent dévalorisés. Et du coup, on importe des... On s'intéresse au volet fermeté, si vous le voulez bien, parce que c'est l'autre jambe du projet de loi. Alors, David Revaud-Dallon, il est question, et le ministre de l'Intérieur le dit, dès vendredi, donc dès demain, d'inscrire au fichier des personnes recherchées comme un délinquant, donc tous les étrangers sous OQTF. Ça fait du monde quand même, hein. C'est 120 000 personnes chaque année. Hein. Ça fait du monde. Si j'ai bien compris, donc ça ne figure pas dans le projet de loi, puisque comme vous l'avez dit, ce sera une circulaire, si je comprends bien, qui entrera en vigueur dès demain. Effectivement, je crois que là, pour le coup, on revient sur la partie un petit peu fermeté du texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la question des OQTF, pour le coup, est devenue extrêmement emblématique. On en parle régulièrement dans ce débat. Extrêmement emblématique. L'OQTF devient un avis de recherche, quoi. Absolument, devient un avis de recherche. Là, on va changer de dimension. On en a aussi parlé ces dernières semaines. Là, ça devient une question aussi d'activité policière et d'allocation des ressources policières. Ça veut dire que les préfectures... Les policiers, vont s'ennuyer encore moins. Voilà, les préfectures vont devoir désormais ajouter, outre, comme le dit le ministre, le fait de ne plus que les clandestins frappés par une OQTF ne pourront plus bénéficier de prestations sociales, de logements sociaux, etc. Et donc, ils seront recherchés et expulsables plus rapidement. Pour le coup, il faudra attendre que le PJL soit voté pour que la question des recours administratifs, le projet de loi soit voté, puisque c'est la question des recours administratifs qui empêche la majorité des reconduites. Je rappelle qu'il y a 12 motifs. Le ministre veut les réduire de mémoire à 4. Est-ce qu'on sait lesquels d'ailleurs, Charlotte Dornelas ? Parce que c'est ça qui pour l'instant, pas de détails. Pour l'instant, pas de détails. Mais effectivement, je reviens sur la question de l'activité policière, l'activité des préfectures. Ça va quand même changer radicalement la journée d'un
d'un préfet, la journée de son directeur de cabinet, la journée du directeur départemental de la sécurité publique. Parce que, vous l'avez dit, les chiffres sont énormes. Ça veut dire que ça rajoute une activité policière assez démentielle. Et pour le coup, je demande vraiment à voir comment ça va se passer sur le terrain au niveau départemental. L'enjeu étant maintenant d'augmenter le fameux taux d'exécution des OQTF, qui était de moins de 1 sur 10 l'an dernier. Bon, vous dit aujourd'hui 15-20%. Charles Alors, s'il parvient à réduire le nombre de recours, c'est une bonne chose parce qu'en effet, ça simplifie cette fameuse procédure. Maintenant, sur la question des personnes recherchées, on va le faire très simple avec des mots que tout le monde comprend. On nous explique que quand une personne va être sous OQTF, elle sera inscrite au fichier des personnes recherchées. Ce fichier existe déjà. Souvenez-vous, le fils de Yannick Aleno, par exemple, a été tué par un homme qui était fiché parmi les personnes recherchées. Or, à l'époque, je m'étais penchée sur cette question. Évidemment, il n'y a personne aujourd'hui qui a les moyens dans la police de rechercher ces personnes. On recherche le grand banditisme. On recherchera... Il y a une brigade qui est dédiée, d'ailleurs, brigade de recherche des fugitifs. Mais qui est dédiée, ils ne sont pas nombreux et ils ne recherchent que le grand banditisme. Donc le gars sous OQTF, personne ne va aller le chercher. Donc c'est de l'enfumage. Par ailleurs, si par hasard on allait le chercher, c'est-à-dire qu'il y a déjà un fichier étranger. Donc ces hommes-là, sous OQTF, ou ces femmes d'ailleurs, sous OQTF, sont déjà dans un fichier. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'ils sont dans un fichier de personnes recherchées. Donc le policier dans la rue, il va contrôler la personne. Vous pensez que les gens sous OQTF, ils ont leurs papiers sur eux ? Donc le seul moyen de savoir qu'il est dans un fichier de personnes recherchées, ce serait d'avoir ses empreintes. Or, pour prendre les empreintes de quelqu'un, il faut faire quoi ? Il faut que la situation irrégulière soit un délit et que vous puissiez le mettre en garde à vue et prendre ses empreintes. Et là, Gérald Darmanin dit « je ne veux pas en faire un délit ». Donc ça ne sert à rien, c'est du pur enfumage. Voilà. Merci Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche, on en ressort avec plus de questions que de réponses finalement. Mais ta vie qu'on va beaucoup en reparler.